Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans À l'affiche. Et si je meurs, pas une âme n'aura pitié de moi. Comédien magnétique et metteur en scène libre et insolent, il crée sa troupe La Piccola Familia en 2008 à 26 ans. Avec elle, ce marathonien shakespearien se consacre alors à l'œuvre du dramaturge britannique. Il n'hésite pas à convoquer son public 18 heures durant au Festival d'Avignon en signant l'intégrale d'Henri VI. Le Salo Club à Paris lui laisse les clés de son établissement pour 3 jours. Thomas Joly est l'invité de À l'affiche. Et il est avec nous en plateau pour en parler. Bonjour Thomas Joly. Ravi de vous accueillir sur le plateau de À l'affiche. Vous avez donc carte blanche au Salo Club. Oui. Quel en est le programme et surtout comment l'avez-vous pensé ? Alors d'abord, je trouve que c'est un exercice assez inédit pour un metteur en scène de se saisir, et acteur, de se saisir d'un club. L'idée est très belle de céder comme ça à plusieurs artistes, parce que je ne suis pas le premier, ces lieux, ces murs, cet endroit, pour y inventer et déployer son propre univers. Alors, moi j'ai décidé de m'en saisir en recréant un de mes premiers spectacles, qui s'appelait Piscine Pado, un texte de Marc Ravenhill, Piscine entre parenthèses Pado, que j'avais créé avec la Piccola Familia en 2011, et qui me semble être tout à fait à propos pour être donné dans cet endroit-là. Alors bien sûr avec une recréation à la fois musicale par Clément Mirguet, de lumière par Antoine Travers, qui est presque le plasticien de la lumière qui travaille avec moi sur mes spectacles. Et puis vraiment, on voit une réadaptation par rapport au lieu et s'emparer de tout l'espace du Salo Club. Et puis après, c'est aussi l'occasion pour moi de donner une carte blanche à des artistes que j'aime, de musique, des plasticiens. Sylvain Wavran, par exemple, qui est un plasticien taxidermiste, c'est pas facile à dire, qui signait les costumes de Richard III, par exemple, qui sera là pour faire une performance aussi pendant les 3 soirs. La chorégraphe Maud Le Pladec, avec qui j'ai collaboré sur l'opéra Elio Gaballo. Des artistes musiciens aussi. Thalis Keur, une jeune artiste rouennaise. Je viens de Rouen, alors c'était aussi l'occasion de présenter des artistes. Le duo électro Christine, qui est un duo qui vient de sortir un nouvel album formidable. Le chanteur Yanis, dont j'aime beaucoup et la voix et le travail en général. Et puis Raphaël Lanader, qui est aussi une artiste chère à mon cœur, qui me fait le plaisir de venir chanter au Salo Club avec un trio de cuivre qui s'appelle Journal Intime, donc dans une forme spéciale pour le Salo Club. Alors du coup, c'est vraiment la rencontre de plusieurs disciplines, de plusieurs arts. Est-ce que pour vous, la démarche est différente sur les planches ou sur ce genre de scène? Alors, je dirais que le risque est le même parce que c'est du spectacle, enfin c'est du vivant, de l'art vivant, c'est plus proche de la performance, on va dire, pour le Salo Club que du spectacle, puisque là, l'idée n'est pas d'être dans un rapport frontal, assis dans des sièges face à une scène, mais bien de s'emparer de l'entièreté d'un club. Donc, évidemment qu'il y a une différence. Par contre, j'ai l'impression que ça vibre quand même de la même vie, de la même vitalité, de la même vibration théâtrale que sur un plateau, ça c'est certain. Et du même partage sans doute. Alors, oui, j'espère. Il y a un autre créateur qui vous a précédé il y a quelques semaines dans cet espace, c'était Michel Gondry. Nina Masson est allée à la rencontre de ce cinéaste. Quand un club parisien se transforme en plateau de cinéma, séquence boîte de nuit avec Michel Gondry. Nous avons fait ensemble une sélection de chansons qu'il va interpréter en marche arrière. Le cinéaste a installé au Salo sa musique, ses décors et son univers, le même bric-à-brac qu'il met en scène dans ses films. À chaque fois qu'on est en tournage, j'ai l'impression que c'est une catastrophe. Après, quand on fait le bout à bout, ce qu'on appelle l'ours, je deviens suicidaire. Et puis après, quand le film prend forme au montage, et on a l'impression qu'on est un peu plus, un peu de solidité. Une catastrophe bien ordonnée, car pour Michel Gondry, tout est réalisable. French Touch du cinéma international, il a emmené son talent à Hollywood, où il a dirigé Kate Winslet et Jim Carrey, jusqu'à remporter l'Oscar du meilleur film en 2004 pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
l'histoire d'un couple qui se bat contre des effaceurs de souvenirs. C'est juste beau, c'est juste un cœur de film, quoi. C'est l'amour dans sa forme la plus pure, la plus belle, la plus poétique, la plus colorée, qui nous donne envie de continuer jusqu'au bout. Noctambule inspiré, Michel Gondry dessine ses rêves et en fait du cinéma, chaque fois comme si c'était la première fois. Le fait qu'une idée, donc quelque chose de complètement immatériel, se matérialise, c'est une énorme satisfaction. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça du bonheur, mais c'est quand même quelque chose de magique. C'est-à-dire qu'avant de tourner, je me dis, mais dans un mois, il y aura les images de ce que j'ai dans ma tête. J'ai du mal à y croire. Jusqu'au bout de la nuit, Gondry partage ses audaces colorées, disponibles pour ses fans, mais toujours aussi insaisissables. Waouh, succès de Michel Gondry, mais c'est ça qui est très très beau dans cette aventure avec le Salo Club, c'est vraiment de le laisser se réinventer à chaque fois avec les invitations à ces différents artistes. C'est juste passionnant comme aventure. Alors revenons à vous un moment. À partir de 2010, vous vous consacrez à l'œuvre de Shakespeare, vous jouez et vous mettez en scène Henri VI et puis Richard III. Ouais. C'est une saga sur la famille royale britannique au XVe siècle, sur 50 ans. Qu'est-ce qui vous a intéressé spécifiquement dans cette période-là ? C'est une période de grand bouleversement et puis surtout ce qui me semblait incroyable, c'est que Shakespeare donnait à voir et à entendre la chute d'un pays qui se laissait gangréner par une crise, une guerre civile et puis qui laissait petit à petit, à cause de l'angoisse et des divisions, laisser monter sur son trône un monstre. Ce que nous avons, je crois, à quoi nous avons échappé dimanche. Mais c'était ça qui m'intéressait, c'était de montrer comment Shakespeare pouvait nous renseigner aussi sur aujourd'hui. Et ce à quoi il fallait faire attention, rester vigilant en termes de pouvoir, de politique et de communauté. Voilà. Un écho à l'actualité, donc. Oui, tout à fait. Alors, pour se faire une idée de vos créations, on va découvrir quelques moments choisis de ces deux pièces, Henri VI et Richard III. Pensez au fond de mon âme. Suis-je donc un homme fait pour être aimé? J'écoute la fille de mon frère que sur du verre fragile. Le duc voudrait dîner ce soir. Alors on le voit, hein, c'est très moderne, il y a la musique, le rock, les lumières, les costumes. Jusqu'où pensez-vous qu'on peut aller dans le contemporain ? Shakespeare est un auteur qui, à mon avis, et pour encore beaucoup de siècles, a déjà traversé beaucoup de siècles, en traversera encore beaucoup. C'est l'auteur le plus universel qui parle dans toutes les langues et qui est le plus joué dans tout le monde entier et qui continue de nous renseigner. C'est ça ce qu'on disait sur l'actualité. Donc on pourrait aller très très loin On peut aller très loin à partir du moment où on garde cette universalité qui est dans le texte, je crois. Alors, ce Shakespeare-là, Henri VI, a été monté au Festival d'Avignon 18 heures durant. Ouais. Ça a été un événement. Quelle était votre intention à ce moment-là ? D'abord, c'était de monter pour la première fois les 3 pièces, parce que ça n'avait jamais été fait en intégralité. Et puis parce que quand on dépasse comme ça le cadre un peu de consommation, je dirais, d'une œuvre d'1h30, 2 heures, tout à coup, en fait, on vient passer un temps de vie ensemble au théâtre. Parce que je crois que le théâtre doit savoir générer, régénérer de la communauté, régénérer du sens et de la circulation de la pensée ensemble. Et quand on passe 18 heures dans un spectacle, tout à coup, on oublie le reste de sa vie et on commence à converser avec ses voisins. Et tout à coup, quelque chose se crée au-delà même de la représentation. C'était aussi ça que je voulais tester avec ces 18 heures de représentation. Et ça a été réussi parce que ça a été... C'était une aventure humaine et artistique vraiment incroyable qui s'achève bientôt puisque Richard III se termine à Charleroi là, cette semaine, ce week-end en Belgique. Et ce sera les dernières représentations de Richard III, donc ça fera 8 ans.
Voilà, 8 ans avec Shakespeare et toutes ses œuvres. Alors, il y avait un autre carton qui était Fantasio 2017, Fantasio qui a été représenté en 2017 à l'Opéra Comique. Shakespeare qui est très représenté, Fantasio qui l'est beaucoup moins. Vous aimez en fait, comme ça, confronté à avoir un spectre très large? Oui, alors même si Shakespeare est très représenté, ses pièces, Henri VI, n'avaient jamais été faites. Donc moi j'ai l'impression que j'ai besoin d'aller vers des œuvres qui sont plus ou moins vierges, c'est-à-dire dans lesquelles je peux moi me projeter sans avoir à me comparer par rapport à d'autres mises en scène qui auraient pu moi me marquer et auxquelles j'ose même pas, dont les œuvres auxquelles j'ose même pas toucher, voilà, parce que je suis encore assez admiratif de ce que j'en ai vu ou de ce que j'en sais. Fantasio n'avait jamais été recréé depuis 1872, je crois, à Paris, et donc c'était une aventure aussi assez passionnante pour moi. Aussi mes premiers pas à l'opéra, j'avais déjà fait un premier opéra, mais c'était mon deuxième. Revoir ces images et ces interprètes très grands, parce que cet opéra est un opéra comique qui alterne le parler et le chanter. Donc il fallait faire travailler les chanteurs en acteurs, et c'est ça qui aussi était assez passionnant dans ce travail. Voilà. Alors pour finir cette émission, je vous ai demandé de venir avec une recommandation culturelle. Oui, tout à fait. Et vous avez choisi le chanteur Riles. Oui. En quelques mots, pourquoi? D'abord parce qu'il est rouennais et que je voulais parler de cette ville avec beaucoup de talent, et Riles en fait partie. Riles, j'ai découvert ce garçon il y a peut-être une année. D'abord, c'est un artiste complet qui écrit, qui compose, qui peint aussi, qui interprète bien sûr. Et puis j'aime beaucoup son flow, et il a un projet assez dingue, c'est qu'il écrit, il compose une chanson nouvelle toutes les semaines, tous les dimanches sur sa chaîne YouTube. Il y a un nouveau titre de Riles qui sort, et chacun de ces titres sont, je trouve, des tubes en puissance. Donc voilà, j'avais très envie de le faire découvrir aux téléspectateurs aujourd'hui. Très inspirant. Merci beaucoup, Thomas Joly, d'être venu sur le plateau de l'Affiche. Alors je rappelle que vous avez plusieurs actualités, donc au Salo Club du 18 au 20 mai à Paris, que Richard III se tient donc à Charleroi jusqu'à la fin de cette semaine, et qu'on pourra vous retrouver votre mise en scène du Radeau de la Méduse de Georg Kaiser au Théâtre de l'Odéon, dernière quinzaine de juin. Tout à fait, c'est ça. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis, et on se quitte avec des images de votre coup de cœur culturel, le chanteur Riles. Il y a un extrait du titre I Do It. À très bientôt. Never for the fuzz that shoot in my guts. I wanna be the beast, but can I be bad? This shit is for me, for you, and for us. I do it for the streets and for the suburbs. Plus I do it